Allô? Oui, allô? Oui, Monsieur de Saint-Cernin? c'est moi. Voilà. Bonjour, je suis Monsieur Poiré-François, en fait, le responsable de la web radio Haute-Ville Lumière. Donc c'est une radio avant tout sur le Paris Saint-Germain, bien entendu, mais Bonjour, ouais, j'ai vu ça. on peut s'étendre sur plein d'autres choses, hein. Il y a un animateur qui est pour vous spécialement, qui a des questions pour vous. Il s'appelle Florian Lavigne, donc il est animateur de radio Haute-Ville Lumière. Ouais, Donc je vais vous laisser tous les deux, hein. Ça vous dérange pas qu'on enregistre l'émission? pas de souci, pas de souci. Si vous pouviez juste me donner un ou deux thèmes avant, sur quoi il va me lancer, quelles sont les questions. Vas-y Florent, je te laisse un petit peu gérer. D'accord. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, bonsoir. Alors, oui, moi j'aimerais parler de la relation people-joueur de foot, si vous le voulez bien. De people, joueur de foot. Ah ouais, bah ouais. Donc, comme j'ai vu que vous sans vous offenser, hein, je connaissais pas du tout votre nom. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Et je pense que l'inverse est réciproque. Hein. Il n'y a pas de souci, non, j'ai regardé un petit peu sur internet, ça a l'air sympa. Donc j'ai vu que vous aviez travaillé pour l'équipe 21. Ouais, j'ai présenté, ouais. Et en fait, je voudrais savoir votre parcours, quoi. Moi j'ai commencé dans le sport. J'ai commencé par faire un stage à Canal+ pendant la Coupe du Monde et pendant les événements de Naesma, ce qui m'a permis après de faire mes premiers reportages et sujets pour Infosport Plus, qui est du même groupe que Canal+. Ensuite, j'ai fait mes premiers plateaux de situation devant les stades pour les matchs, devant le Parc des Princes. J'allais voir l'ambiance, les supporters avant les rencontres et puis après les rencontres. Et puis ensuite, j'ai présenté sur iTélé, qui est toujours le même groupe Canal. Le journal des sports, pareil. Puis j'ai enchaîné avec l'équipe 21, où j'étais parti là, toute la saison pour une émission. Il m'avait filé une émission le week-end, le samedi et le dimanche. Et puis j'ai décidé d'arrêter l'aventure, enfin de l'interrompre en tout cas pour faire autre chose, pour quitter un petit peu le monde du sport et me lancer dans le divertissement. Dans tout ce qui est musique, cinéma, voilà, parce que c'est un petit peu plus large, et puis j'avais envie de rencontrer d'autres gens, faire un peu d'autres choses. Et donc là, je bosse donc pour une petite chaîne de CanalSat qui parle de tout ça. Musique, cinéma, qui s'appelle Non-Stop People. D'accord. Dites-moi, vous avez commencé pour la Coupe du Monde 2010. C'était une sacrée actualité people avec l'histoire Zaya, non? Ah bah ouais, l'histoire Naesma surtout. Il y a eu, moi j'étais petit stagiaire, donc je regardais ça avec des yeux écarquillés. Mais c'est vrai que quand les images du puce sont tombées, il y a eu une effervescence dans la rédaction. Je vous raconte pas, tout le monde s'est pressé, ne comprenait rien à ce qui se passait. On donnait des infos, mais on ne savait pas quoi dire, on ne savait pas ce qui était vrai, ce qui était faux. Là, j'ai pu toucher au vrai métier de journalisme, à l'imprévu, à l'adrénaline et à la vérification des sources et des infos, là, pour le coup. Je suppose que vous n'avez pas pu rêver d'une situation aussi grandiose dès le début, quoi. Déjà, dites-moi. Non, continuez, je vous en prie. Non, je disais déjà, quand on est passionné de sport et de foot, faire un stage à Canal+, c'est une chance énorme, mais alors en plus tomber pendant une Coupe du Monde, effectivement, c'était exceptionnel à vivre. D'accord. Et en parlant de l'épisode du bus, à votre avis, on en a trop fait? On continue à trop en faire? Ou... Moi, j'ai toujours dit que on peut pas dire qu'on en ait trop fait, parce que je comprends que c'est sur une image qui choque les Français, qui choque l'opinion publique, parce qu'évidemment les gens font lien avec le salaire que touchent ces joueurs, et faire la grève quand on a des conditions de vie telles que celles qu'ont les joueurs, et voilà, c'est toujours un petit peu, ça peut choquer, je comprends que ça puisse choquer. Après, moi je persiste à dire qu'on ne connaît pas encore toute la vérité, malgré tous les reportages, toutes les enquêtes qui ont été faites. Il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de plus profond
et qu'à mon avis on saura jamais quelque chose dans le groupe et quelque chose d'humain. Mais malheureusement, j'en sais pas beaucoup plus que vous et que tout le monde à ce sujet-là. D'accord, mais on a vu que ça a pris une proportion importante au niveau politique, notamment. On se souvient de l'intervention en Afrique du Sud de Ramayad. Là aussi, ils en ont trop fait ou... Historiquement, la politique a toujours utilisé le football. C'est toujours servi du football pour faire parler, pour faire de la communication. On se souvient évidemment de la Coupe du Monde 98, où là c'était dans l'autre sens. Ils ont récupéré le phénomène Black Blunder. Voilà, ça a un petit peu calmé les esprits de l'époque. Le football a toujours été un moyen politique immense, et même dans d'autres pays. Je crois qu'il y a Socrates, le Brésilien, qui avait renversé le système politique de l'époque grâce au football. C'est énorme le pouvoir qu'a le football sur l'opinion publique, et évidemment la politique s'est toujours servi de ça. Et à mon avis, c'est pas terminé. On a vu récemment François Hollande dans les tribunes du Stade de France après la qualification des Bleus face à l'Ukraine pour le prochain mondial. C'était pas étonnant. Oui, mais ça c'est historique. Tous les précédents chefs d'État vont au Stade de France. On pense notamment lors des finales des coupes nationaux ou même des matchs de la Coupe du Monde. C'est clair, et ce qui est drôle, c'est d'écouter le discours derrière de François Hollande qui est truffé d'images, qui dit que même dans la difficulté on peut s'en sortir. Évidemment qu'il y a des liens et des images politiques énormes dans son discours qui étaient évidemment bien préparés des heures et des jours avant. Notamment dans le continent africain, où on voit que les chefs d'État ont une réelle influence dans les sélections nationaux. On pense notamment au Cameroun, où le président de la nation a appelé Samuel Eto'o pour qu'il revienne en équipe nationale. Ah ouais, mais je pense que comme vous le dites, et vous le dites mieux que moi, sur le continent africain, ça prend des proportions encore plus grandes que chez nous en Europe, et c'est pas moi de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais à mon avis, il faut faire attention aussi. Voilà. Maintenant, je voudrais bien parler de la relation people dans le monde football, si vous le voulez bien. À l'heure actuelle, on voit de plus en plus des footballeurs dans les faits divers. Donc après, je ne sais pas si c'est un phénomène de société ou si ça se faisait avant, mais c'était moins regardé. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que vous dites est intéressant. Je pense surtout que la vraie raison, c'est que les médias se développent énormément. À l'époque, il y avait beaucoup moins de chaînes de télévision, il y avait beaucoup moins de magazines, beaucoup moins de paparazzi, il y avait beaucoup moins de stations de radio, il y avait beaucoup moins d'émissions. Donc forcément, on en entendait moins, on en savait moins. Aujourd'hui, avec Internet, c'est impressionnant. En 10 secondes, on peut donner une information. Maintenant, il y a Twitter. Les sites Internet reprennent la première information qu'ils voient ou qu'ils entendent. Je pense que ça a toujours existé. On avait des grands exemples, des Gascoigne, des Best, des grands exemples de démêlés judiciaires, de frappes un petit peu extra-sportives des footballeurs il y a quelques années. À mon avis, le phénomène est amplifié par ce développement immense des médias. D'accord. Et par contre, oui, on l'a vu, donc on revient au people, ce que vous dites là, qui se déchaîne, surtout avec l'arrivée d'un joueur de la trempe de David Beckham, là c'était l'effervescence. Au Paris Saint-Germain, ça c'était un coup marketing immense, parce que tous les jeunes, je parle pour moi ou pour ceux de ma génération en tout cas, qui ont connu David Beckham à Manchester, qui ont connu David Beckham au Real Madrid, c'est plus qu'un joueur pour eux, c'est une image, c'est le premier joueur qui a fait autant de publicité, qui a autant utilisé son image aussi intelligemment. C'était le faire venir au PSG, même si
Il jouait sur une jambe, même si pour moi il n'a pas été si ridicule que ça, mais évidemment c'était plus le grand David Beckham du début des années 2000. C'était un coup marketing énorme fait par QFC, Qatar Sports Investments. Et voilà, et j'ai fait partie des gens qui, en le voyant mettre le survêt du Paris Saint-Germain, ont rêvé ne serait-ce que quelques secondes et ont oublié tout ce qu'il y avait derrière et se sont dit, bah oui, le Paris Saint-Germain est un grand club puisque David Beckham est aujourd'hui un joueur du Paris Saint-Germain, même si sportivement, je vous le redis, c'était pas le meilleur milieu de terrain d'Europe, en tout cas, il y a 2 ans, quoi. Après, il y a eu un autre coup énorme, c'est quand il a déclaré lors de sa conférence de presse qu'il ne toucherait pas un centime de la part du Paris Saint-Germain. Il y a eu des enquêtes derrière et par ailleurs qui ont révélé qu'il y avait 2-3 arrangements, mais le fait de dire déjà je ne toucherai pas, enfin tout l'argent que je touche sera reversé pour les enfants malades, déjà ça c'était un autre coup marketing énorme et David Beckham est le pro du coup marketing. D'accord. Et au niveau de vos ventes et puis des auditeurs qui regardaient les émissions, ça s'est ressenti ou il y a eu plus de vues et de lectures et d'auditeurs ou c'est resté tel quel? C'est sûr que depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, on fait énormément de bruit, en tout cas autour du Paris Saint-Germain, mais ce qui doit être encore plus impressionnant, je pense, c'est à l'étranger. Parce qu'en France, on a toujours parlé de football, et voilà, on suivait notre championnat, même s'il n'y avait pas de stars. Mais je pense que c'est surtout à l'étranger. Aujourd'hui, vous allez en Italie, vous allez en Espagne, vous allez en Angleterre. Tout le monde connaît le Paris Saint-Germain, tout le monde peut vous donner des titres du Paris Saint-Germain. Tout le monde connaît c'est à quoi ressemble le maillot du Paris Saint-Germain. Tout le monde peut, vous voyez, ça a permis effectivement de faire parler de la Ligue 1, à mon avis, en dehors des frontières de la France. D'accord. Et moi, je vous parlais finalement, en gros, pour résumer les épisodes David Beckham. Là, il y a eu plus de... Ça s'est ressenti au niveau de vos ventes, je pense. Moi, je ne saurais pas vous donner des chiffres précis, malheureusement, parce que j'ai pas les informations pour vous les donner. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais encore une fois, je vous le dis, évidemment, à mon avis, ça a démocratisé le foot. Le passionné qui a toujours regardé et écouté les émissions. Après, peut-être que le noyau s'est élargi. Il y a des gens qui regardaient moins le football à une époque et qui s'y sont intéressés parce que David Beckham, parce que Thiago Silva, parce que Zlatan Ibrahimovic. D'accord. Donc, c'était des lecteurs qui savaient déjà à peu près les noms de ce que ça voulait dire Thiago Silva. Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez vu arriver une nouvelle génération, des nouveaux lecteurs qui s'intéressaient de plus en plus au football? Je pense que le noyau dur, comme je disais tout à l'heure, qui est un passionné de football, n'a pas découvert le football avec l'arrivée de David Beckham en France. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, oui, effectivement, comme vous dites, il y en a peut-être d'autres qui sont arrivés, des gens moins passionnés, peut-être plus de filles aussi. On sait qu'il y a plus de filles maintenant qui vont au Parc des Princes, maintenant que les tribunes sont un peu assagies, plus d'enfants, plus de... Oui, effectivement, le public, à mon avis, se diversifie. C'est l'intention des Qataris, et ça va fonctionner, et effectivement, le foot touche de plus en plus de monde, parce que cette dimension, comme vous le disiez tout à l'heure, people avec David Beckham, élargit le spectre de lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs. D'accord. Tout à l'heure, vous me parliez que vous intervenez souvent avant et après les matchs pour recueillir les avis concernant les ambiances. Et quels sont vos retours au niveau du club de la capitale? Moi, j'étais à l'époque je faisais le Parc des Princes au début de l'époque qatari, donc c'était il y a 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, hein. Et il y avait évidemment, les gens étaient déjà super intéressés. Même si le recrutement c'était à l'époque Douchez, Gamero, Matuidi et Menez, les gens étaient curieux, les gens étaient intéressés, les gens étaient persuadés
que Paris allait devenir une grande équipe et surtout un grand club. Et on en a la preuve aujourd'hui. Quand vous regardez les résultats du Paris Saint-Germain, le tarif minimum c'est 3-0 voire 4 à chaque match. On imagine qu'ils vont aller loin en Ligue des Champions. Il n'y a pas de secret. Les gens le savaient déjà quand les Qataris sont arrivés. Et puis ça se démontre aujourd'hui, ça se voit dans les résultats. Et on arrive presque plus vite que prévu. Oui, moi je dirais pas comme vous, sachant que la première année on a perdu le titre. Mais Nice, au niveau, si on prend l'exemple d'un Manchester City, exactement, j'allais vous le prendre. Oui, c'est exact. Exactement. Chelsea a mis 10 ans. Chelsea a mis 10 ans à remporter la Ligue des Champions. Manchester City n'arrive toujours pas. Non, cette équipe de Paris m'impressionne. Voilà. Et au niveau de l'ambiance, quels sont les ressentis des supporters qui sont présents au parc? Alors, au Parc des Princes, comme je vous dis, en ce moment, ça peut être que la fête. Hein. Quand le tarif minimum c'est 3-4-0, quand le dernier match. Non, mais je vous parle du côté tribune. Oui, c'est ça, côté tribune. Quand vous mettez 4-0 à l'Olympique Lyonnais, on a tous grandi avec l'Olympique Lyonnais champion de France, qui battait tous les records et qui était le seul représentant français en Ligue des Champions. Quand vous mettez 4-0 à l'Olympique Lyonnais, même si c'est plus la même équipe de Lyon, même si la défense de Lyon aujourd'hui, à mon avis, il y a beaucoup de problèmes à régler, mais bon, quand même, quand vous mettez le symbole de mettre 4 buts et d'en prendre aucun face à l'Olympique Lyonnais, il est énorme dans le cœur des supporters. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'ambiance qui est au Parc des Princes dimanche dernier. Même le speaker s'est enflammé lors du deuxième penalty de Zlatan Ibrahimovic. Il a crié son nom comme il n'avait jamais crié un nom auparavant. Les tribunes chambraient. Il y a eu des ovations pour tous les joueurs, pour Marco Verratti, qui a une nouvelle fois été énorme. Non, les départs du Parc des Princes sont revenus parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a vécu des moments difficiles ces 10 dernières années. Voilà, tout à fait. Et justement, en parlant du jeu, quel est actuellement les points faibles de cette équipe, si vous en voyez un? Les points faibles du Paris Saint-Germain, c'est une très bonne question parce qu'il n'y en a pas tellement. Moi, je suis toujours pas convaincu, même si je suis un grand fan de ces deux joueurs, des joueurs de côté. Que ce soit Lucas, que ce soit Lavezzi ou que ce soit Pastore quand il rentre, je trouve que c'est peut-être le seul poste où on n'a pas encore l'efficacité recherchée. Alors je suis un grand fan de Lucas, moi je le trouve exceptionnel, je le trouve atypique. Il n'a pas les mêmes réactions que les autres joueurs, le même mode de jeu, beaucoup le critiquent. Moi je trouve que ça apporte un peu de quelque chose de différent. Il y a une force physique, une percussion qui est exceptionnelle, ce joueur. Maintenant, s'il arrive, il va y arriver, c'est sûr, mais s'il arrive à rentrer dans le moule et à faire ce que Laurent Blanc lui demande de faire depuis quelques semaines, le PSG peut être encore plus fort, mais c'est dur de trouver un point faible dans cette équipe en ce moment. Justement, il est là tout le parallèle, entre guillemets, avec les people. Comment vous jugez en fait la nouvelle génération? Selon vous, c'est plus des durs à cuire que l'ancienne génération, et c'est là qu'on voit tout le paradoxe avec des joueurs tels que Lucas et Jérémy Ménez, qu'on sent que ils veulent pas trop écouter, ils veulent en faire qu'à leur tête. Et est-ce que c'est un ressenti qu'ont les médias en suivant les nombreux people? Malheureusement, les médias ont toujours stigmatisé ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif d'avoir cette fougue que vous procure la jeunesse. Maintenant, effectivement, il y a des limites qui ont été dépassées. On a parlé sans arrêt, même beaucoup trop, des quatre enfants terribles, d'Atem Ben Arfa, de Jérémy Ménez, de Samir Nasri et de Karim Benzema. Et évidemment, ils ont dépassé la limite à quelques moments. Que vous dire, moi, je pense que quand on n'est pas à leur place, quand on a 13 ans, qu'on nous fait notre vaisselle, qu'on nous fait notre machine, qu'on nous dit quoi manger, qu'on nous dit à quelle heure dormir, qu'on fait tout à notre place, qu'on nous dit qu'on est les meilleurs du monde, à Atem Ben Arfa avec déjà des recruteurs sur le dos à l'âge de 14 ans,
c'est difficile après de rester humble, de garder son humilité et puis d'écouter les anciens. Et voilà, je dis pas que c'est bien ce qu'ils font, je dis qu'on n'est pas à leur place et qu'on en a peut-être un peu trop fait autour d'eux, et c'est ça qui les rend encore plus terribles, si j'ose dire. Samir Nasri, il en veut beaucoup aux médias, par exemple. Lui, c'est l'exemple parfait. Les médias en ont fait beaucoup autour de Samir Nasri, et ça l'a rendu peut-être encore plus, faut que je fasse attention à mon emploi, mais encore moins sympathique auprès du public, quoi. Allô? Florian? Allô? Florian, t'es là? Ouais, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave, ça a coupé. Allô? Ouais, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Vas-y, Florian. Excusez-nous, hein, monsieur. Excusez-nous. Donc, vous parliez, lui, de la nouvelle génération, que, en gros, c'était les médias qu'en faisaient beaucoup, quoi. Donc, ce qui me fait réagir à la question de l'équipe de France, les médias en ont-ils trop fait avec cette équipe? Je pense notamment aux nombreux sondages qui ont été faits, comme quoi les Français d'aujourd'hui ne se reconnaissaient plus dans cette équipe de France, et que paradoxalement, ils affichent le stade de France complet lors des matchs de cette même équipe. C'est pas que la faute des médias, il faut faire attention, c'est pas que la faute des médias. Après, c'est vrai que les médias, ils parlent des sujets qui font réagir et qui intéressent les gens, et ça en fait partie. Moi, j'espère vraiment que ce désamour, parce qu'il existe ce désamour, hein, vous avez parlé des sondages, les chiffres sont les chiffres, ils ne mentent jamais, que ce désamour va s'estomper grâce à cette qualification et à cette victoire face à l'Ukraine. On a senti une communion après le match, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images. J'imagine que oui, après le match, ça s'entraîne entre le Stade de France, ah ben voilà, vous êtes encore mieux placé que moi pour en parler, entre le Stade de France et les joueurs, on a senti une communion exceptionnelle. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, il ne faut pas s'enfermer, mais beaucoup de gens ont parlé de l'ambiance 98. C'est pour vous dire, en 98, on avait été champion du monde, là on est juste qualifié pour le mondial. Il faut bien se rendre compte. Je pense que les gens ont envie de l'aimer, cette équipe de France, parce qu'à la moindre victoire, vous avez vu, déferlement de compliments, on reste au stade 1 heure après le match, c'est génial, on a l'impression d'avoir remporté la Coupe du Monde. Les gens ont envie de l'aimer, et je pense que les joueurs ont eu leur leçon après Naïsna et après tout ce qui s'est passé, et ils ont envie voilà, ils sont arrivés à maturité, même si c'est un peu cliché de dire ça, mais ils ont envie de vivre maintenant des beaux moments, des moments sains, des moments forts avec leur public, et j'espère vraiment ne pas me tromper, j'espère qu'on est parti sur les nouvelles bases. Bah, c'est-à-dire que si mettent le même état d'esprit, je pense qu'on peut aller loin avec cette équipe, mais encore faut-il qu'ils le mettent, quoi. C'est ça, c'est juste une question d'état d'esprit, parce qu'on l'a bien vu sur le match aller-retour. À l'aller, l'état d'esprit, on a vu ce qu'il était, ils nous sont rentrés dedans, on n'a gagné aucun duel, donc forcément, là, on a bu la passe. Et au retour, on a gagné tous nos duels, on a joué en une touche, on s'est bagarré du début jusqu'à la fin à l'image de Mamadou Sakho, et on leur a mis 3-0 sans forcer, quoi. Voilà. Et concernant la sortie médiatique de l'ancien capitaine, du capitaine de cette équipe en 2010, Patrice Evra, est-ce que vous avez pensé qu'il avait été trop loin, donc avant les éliminatoires, de régler ses comptes, ou est-ce que vous pensez que justement c'était le moment opportun pour de façon à ce que les médias laissent un petit peu travailler cette équipe? Je ne jugerai pas ses
la sortie en elle-même, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il s'agit de problèmes personnels avec certains consultants que je vais pas citer lui-même. Mais effectivement, vous avez raison, je peux juger le timing. Et le timing n'était pas opportun du tout. Comme ça, à une semaine de jouer à une des doubles confrontations les plus importantes de l'histoire du football français. Sinon, le timing n'était pas bon du tout. Je pense pas que ce soit calculé pour laisser tranquille cette équipe. Je pense juste qu'il a pété un plomb, il a voulu régler ses comptes à un mauvais moment. Maintenant, il a peut-être le droit de le faire. C'est un problème entre lui et les noms qu'il a cités, mais effectivement, le timing, je suis pas fan. Non, pas du tout. D'accord. Maintenant, revenons donc au jeu du Paris Saint-Germain. Tout à l'heure, vous me disiez que le véritable faible de cette équipe se trouvait au niveau des deux ailiers, donc Lucas et Lavezzi. Et réellement, le point fort de cette équipe, pour vous, il se situe en attaque ou en défense? Au milieu. Pour moi, le point fort, il est au milieu de terrain. Je trouve que ce milieu à 3 est très complet et complémentaire. Je m'explique complet parce qu'il sait défendre. Quand on voit les kilomètres que parcourt Blaise Matuidi, les ballons arrachés par l'international français, les ballons arrachés par Thiago Motta également, c'est impressionnant. Il sait attaquer ce milieu de terrain. Quand on voit le nombre de ballons touchés par Thiago Motta, qui est le guide de cette équipe, quand on voit les performances de Marco Verratti, qui est pour moi c'est mon préféré. C'est mon préféré dans cette équipe. Marco Verratti, il est exceptionnel à tous les niveaux. Il a une qualité de jeu long qui est incroyable. Il est toujours juste, il va toujours de l'avant. Il est capable de délivrer des caviars, des saveurs en passe décisive. Pour moi, le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est complet et il va faire très mal. Il va faire très mal et à mon avis, les autres équipes peuvent en avoir peur. D'accord. Et en parlant de ça, vous voyez un peu une équipe pouvoir faire chuter le PSG? En Europe, en France, il n'y a personne. Ça, je vous le dis, c'est clair. On a parlé de Monaco, il n'y a personne en France pour moi. En Europe, il y a quelques équipes qui sont pour moi encore au-dessus. Quand on voit le Bayern Munich, qui a encore mis une fessée à Dortmund il y a quelques jours. C'est impressionnant ce que fait le Bayern Munich. À mon avis, la machine est huilée. Ça va être très dur de lui faire mal. Le Real, ils sont pas encore au top. Quand ils le seront, ils vont faire mal également. Et puis le Barça, on les en faire chaque année, mais le Barça est toujours là. Et le Barça, quand il veut jouer, ça reste le Barça. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu con comme ça, mais le Barça, c'est le Barça. Après ces trois équipes, je pense que Paris n'a pas à avoir réellement peur des autres équipes. Je pense qu'Arsenal, c'est prenable. Je pense que la Roma, c'est prenable. La Juve, c'est prenable. City, ils sont capables du meilleur comme du pire. Chelsea, en ce moment, c'est prenable. Non, je vous dis, pour moi, il y a trois gros que sont Bayern, le Barça et le Real. Et derrière, il y a tous les outsiders. Et le PSG, peut-être le meilleur de tous ces outsiders. D'accord. Donc en gros, je vais vous laisser, monsieur, parce que je suis au travail. Je vais vous laisser. Je ne vais pas rester encore bien longtemps. Mais allez-y, dernière question. D'accord, non, on va vous libérer alors. Pas de soucis. Écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. C'était un plaisir de parler tout avec vous. C'est moi. Et puis, d'accord. Et merci d'être encore repassé. De rien, et continuez quand vous voulez. Hein. C'est un plaisir. N'hésitez pas à me rappeler. D'accord, merci, plaisir partagé. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Donc merci encore à monsieur Paul de Sernin d'être passé sur la radio Haute Ville Lumière. Et encore du super boulot pour toi Florian, nickel. Voilà. Ouais, merci, même si ce soir c'était un peu... non mais c'est normal, de toute façon, regarde, comme je te dis, c'est une radio amateur, hein, c'est logique, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, hein. T'inquiète pas, regarde-moi le truc, il a bugué à un moment, j'ai dû le rappeler. Parce que je crois que c'était moi en fait. Non, c'est moi parce que mon PC, je l'ai coupé. Ah bon, d'accord, ouais. Tu veux que t'as des trucs à dire ou tu veux que je coupe le direct?